Je m'appelle Gilbert Kirsch et je suis professeur de chimie organique à l'Université de Metz et directeur du laboratoire d'ingénierie moléculaire et biochimie pharmacologique. Alors on se trouve à quel endroit ici? C'est un institut de chimie Oui, c'est un institut qui, comme vous voyez, qui regroupe de la chimie, de la physique et du travail sur des matériaux. Donc il y a différents laboratoires de chimie, d'électrochimie, de la chimie analytique, et il y a notre laboratoire qui a une partie de chimie de synthèse orientée justement vers les molécules actives, notamment dans le cadre du cancer. Alors il y a combien de personnes qui sont dans ce lieu? Dans ce lieu, en chercheurs, je dirais qu'il y en a une bonne centaine. Une bonne centaine, des étudiants également? Les étudiants oui, mais uniquement les étudiants qui sont en thèse, c'est-à-dire les étudiants à partir du doctorat où il doit bien avoir 25 doctorants dans le bâtiment. Les autres étudiants, ceux de master, ont des cours un peu plus loin dans un bâtiment qui s'appelle l'ISEA. Et les étudiants du premier cycle, c'est-à-dire ceux qui font leur licence, ont des cours à Bridoux, c'est-à-dire à 1 kilomètre d'ici. Alors il y a des spécialisations bien détaillées dans ce local, dans ce lieu? Absolument, absolument. En fonction des... Vous voyez, il y a un grand laboratoire de physique où il y a différentes spécialités. Il y a un laboratoire de spectrométrie de masse, donc spécialisé dans l'analyse par spectrométrie de masse. Il y a un laboratoire d'électrochimie des matériaux, donc ils font de l'électrochimie et la préparation de matériaux. Et puis il y a un laboratoire qui est plus chimie pour l'environnement, où ils font de l'analytique et de la synthèse de composés à partir de produits du développement durable. Et puis notre laboratoire, qui est un laboratoire de chimie dit de chimie médicinale, parce qu'on s'occupe de synthèse orientée vers des molécules à activité biologique. Le laboratoire qui vous intéresse aujourd'hui, c'est ce laboratoire qui s'appelle ingénierie moléculaire et biochimie pharmacologique. C'est des beaux gros mots, vous voyez, ça fait vachement important, mais vous verrez, on est un tout petit labo, mais on travaille pas mal. Alors, vous voyez notre sigle LIMBP, fait partie de l'université Paul Verlaine, Metz, et on est dans certains, on est disons partenaire d'un certain nombre de programmes, des programmes notamment Interreg 4A, c'est un programme qui se fait sur la grande région, et ça c'est un programme autour de produits naturels, c'est la mise en réseau de gens qui travaillent sur les produits naturels, que ce soit des universitaires ou que ce soit des industriels. Et c'est dans le cadre de ce qu'on appelle Corena Network, c'est donc le réseau Corena, c'est Coopération Régionale Produits Naturels, c'est la contraction. Et puis vous voyez là en bas, on a un chat rouge, Red Cat, et ça c'est un jeu de mots parce qu'en fait c'est un gros programme européen qui s'appelle Redox Catalysis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'occupe du statut redox dans les cellules. Je vais parler dans le détail, le statut redox dans les cellules, c'est ce qui commande la vie, la mort des cellules, d'accord? Donc, c'est tout de suite en liaison avec le cancer, d'accord? Parce que le cancer, c'est un développement anarchique de la cellule. En gros, les cellules, normalement, elles sont, et on vous en parlera plus à Bridoux, elles sont programmées pour se suicider, les cellules. Au bout d'un certain temps, elles se suicident, c'est ce qu'on appelle l'apoptose. Et en fait, dans la cellule cancéreuse, elle ne se suicide pas. Elle continue à pousser. Et donc, en jouant sur ce qui est dans la cellule, on essaye parfois de redéclencher l'apoptose, de telle manière à ce que la cellule, notamment cancéreuse, se resuicide. Vous voyez, c'est vraiment simplifié. C'est donc ici. Donc en fait, ici, c'est un laboratoire de synthèse, vous voyez. Alors ça, c'est un peu typique des labos de chimie organique, où on fait de la synthèse, donc on a de la verrie, on a des produits, on a des systèmes, on va voir à côté d'agitation, des systèmes de filtration pour récupérer nos produits. Alors c'est comme ça que je m'imaginais vraiment le laboratoire. Ça c'est le laboratoire de chimie. Il dit attends, là on voit sur un ordinateur, on voit sur un tableau. Non, mais c'est là qu'on fait le produit. Parce que là, vous voyez à côté, je pense qu'il y a même des choses là. Vous voyez, des choses ici. Des choses ici, vous pouvez approcher, il n'y a pas de danger. Vous avez des choses qui filtrent, vous avez des choses qui sont en train de bouillir, qui sont en train de ça. Donc ça c'est une réaction qu'on est en train de faire pour faire, là on va faire un produit nouveau. Donc
dans un autre domaine pour voir ça marche. Ici, c'est un produit qui a été fait, et maintenant, vous voyez le produit jaune qui est là-dessus, c'est le produit qui va être transformé encore une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois, d'accord, et qui va permettre de voir ce que c'est. Donc, vous voyez, ça c'est typiquement le labo. Vous voyez, il y a des produits partout, des solvants, il y a des produits qui ont été fabriqués, vous voyez, comme ils sont beaux, colorés parfois. Parfois ils sont incolores, là, vous voyez, c'est des produits qui sont incolores. Ça, ce sont des produits que vous ne pouvez pas acheter. C'est des produits qu'on prépare nous. Il n'y en a nulle part ailleurs dans le monde de ce produit-là. On est les seuls à avoir ce produit-là parce qu'on l'a fait. D'ailleurs, on peut toujours se dire là, je suis le seul à avoir fait ce produit. On y sert à quelque chose, quoi. Après, on va l'utiliser. Voilà, c'est ça. On fait toute cette transformation. Et puis, bon, vous voyez, donc là, c'est le système évaporé des solvants. On a bien sûr une machine qui nous fabrique de la glace, parce qu'on a besoin souvent de glace pour refroidir les réactions ou pour les. Celle-là, le système est changé. Et la température de la pièce, ça doit avoir une température. Non. Alors là, en ce moment, on a un peu le système d'extraction et de compensation est en panne. Donc actuellement, on a la température de l'extérieur. C'est-à-dire quand il fait matin 10 degrés à l'intérieur, on a 10 degrés à l'intérieur. Normalement, il y a une compensation vers le cycle de moyen. Donc ça, c'est un évaporateur. C'est pas terrible. Non, du jus d'orange, je pensais. Jus d'orange, je ne le conseillerais pas trop celui-là. Celui-là, il fait tomber les dents, hein, carrément. Donc magnétique. D'accord. Ces ondes magnétiques, elles vont se mettre en résonance avec, notamment ici, dans ce cas précis, l'hydrogène, les atomes d'hydrogène qui sont dans la molécule. D'accord. Donc c'est la résonance du noyau hydrogène ici que l'on va reprendre là-bas. Alors là, c'est exactement le même principe quand vous passez un IRM. Sauf qu'on dit IRM aux gens, on dit donc imagerie de résonance magnétique, on ne met pas nucléaire parce que les gens ont peur du mot nucléaire. Mais ici, il faut se dire que nucléaire, c'est l'adjectif qui se rapporte à noyau et qui n'a rien à faire avec la radioactivité. D'accord. C'est la résonance du noyau. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, alors, c'est ça. En fait, vous avez l'hydrogène sur lequel on mesure qui tourne d'une certaine manière sur lui-même, parce qu'il n'est pas bloqué. Vous avez le bombardement par les ondes magnétiques. Ça donne un signal très confus qui est passé. Est-ce que tu as le signal de départ? Tu peux montrer? La FID, oui. Alors par exemple, on peut filmer? Oui. Vous m'arrêtez si on peut pas. Hein. Non, vous pouvez filmer. Vous m'arrêtez si on peut pas. Voilà la FID. Voilà la réponse. Voilà la réponse de la molécule lorsqu'elle est bombardée. Vous voyez, donc une vibration. On a ce calculateur ici qui va permettre ensuite de transformer ces signaux-là, parce que le chimiste ne peut rien faire de ça, mais va les transformer dans ce qu'on appelle un spectre de résonance magnétique nucléaire. Elle va l'afficher maintenant. Tac, vous voyez? Donc, voilà, ça c'est le spectre de résonance magnétique nucléaire du produit qui se trouve dans l'aimant. On détermine les éléments qui sont à l'intérieur. On ne détermine pas vraiment des éléments. Là, ce qu'on sait, on sait que nous, en chimie organique, on a toujours de l'hydrogène et du carbone dans nos molécules. Ici, on va regarder les hydrogènes. D'accord? Et par exemple, ici, le chimiste, alors, c'est assez compliqué, le chimiste sait que à certains niveaux de déplacement sur le spectre sortent certains types d'hydrogène. Si l'hydrogène est sur un noyau aromatique, disons, benzénique, si l'hydrogène est sur une fonction alcool, bon, c'est de la chimie organique, là, il faudrait quelques années de cours, hein. C'est un peu compliqué. Donc le chimiste, il va pouvoir dire, en regardant ça, effectivement, je retrouve là-dessus tous mes hydrogènes que je dois avoir dans ma molécule. Donc j'ai mon produit, j'ai réussi à faire mon produit. D'accord? Donc après, pour prouver ça encore, lorsqu'on veut publier, donc le produit, on va faire un spectre de masse qui nous donnera la masse du produit, l'infrarouge qui donnera quelque chose sur les fonctions, on peut encore faire le dosage carbone, hydrogène, azote. Et là, on n'a pas l'appareil pour l'instant, mais je suis en train de l'acheter, l'appareil. C'est un appareil qui ça fait 60 000 € hein, pour un petit appareil. Ici, un appareillage comme ça, neuf,
c'est 180 000 euros. Justement, je Ouais, vais c'est- poser la question. Qui est-ce qui finance? C'est pas le peu qu'on vous donne, nous? Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Mais oui, Mais mais. tout nous aide. Ce qu'on a de votre part nous aide par exemple à acheter tous les produits chimiques, d'accord? Donc ici on monte de temps en temps des gros dossiers qu'on donne à la région, au conseil général, Ah oui, oui, le ministère, des projets européens, d'accord? On gratte. Bon, cet appareil-là, il sert à plusieurs labos aussi, d'accord? Donc on se met ensemble et il faut qu'on ait ça. D'accord. Donc en fait, ça c'est l'outil de base pour les chimistes organiciens. Bon, si on a des choses plus compliquées à faire, il y a des machines beaucoup plus importantes à Nancy. Il y a un laboratoire qui ne fait que de la RMN. Donc si on a des gros problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre ici avec notre machine, on va voir les collègues de Nancy, ils nous font ça. À Nancy, on peut faire de la cristallographie aussi. Oui, il faut qu'on s'entraide, hein, parce qu'on ne peut pas ici avoir tout l'appareillage. Parce que l'entretien, hein, je ne sais pas combien on a rien que d'azote par an, on a 3 000 euros d'azote. 6 000 euros, parce que 3 000 pour chaque labo. Rien que de l'azote là qui part. Qui part dans l'air. qui part dans l'air. Dans l'air, il y en a beaucoup. Mais... Ouais, d'accord, heureusement qu'il le recycle. Hein. Mais c'est bon. Donc on est livré 2 fois par semaine de cet azote et on y fait remplir. L'hélium, on le change que tous les 4 mois. Mais l'hélium, une charge d'hélium, nous coûte à peu près 600 euros, je crois, hein, une charge d'hélium. Donc ça aussi, hein, quand on achète de l'appareillage, il faut toujours penser à l'entretien, elle fonctionne. Oui, alors, les pannes, on essaie de les éviter au maximum. Parce qu'ici, il y a une panne toute simple. Par exemple, si on trouve à un moment donné qu'il n'y a plus assez d'azote et plus assez de refroidi, on a un blocage de mémoire et la remise en route, elle nous coûte à peu près 8 000 euros. Oui. Nous voici Je pense que pour la prochaine réunion, je dirais dans l'antichambre du laboratoire, puisque ici nous avons réservé cet espace pour des bureaux. Donc vous reconnaissez Annie, je pense. Annie Beiro qui a participé donc à l'opération Une rose, un espoir. Je vous présente mes doctorantes, enfin les étudiants doctorants. Donc Adeline qui va soutenir sa thèse à la fin de l'année. Émilie Banin qui rentre en 2e année de thèse, Hélène qui entre en 4e année de thèse, et après, nous avons ici pour 1 an une maître de conférence de Paris qui va venir faire sa recherche avec nous pour conforter notre équipe. Et nous avons ici une jeune italienne qui passe 6 mois avec nous, qui vient de Calabre et qui a entrepris des travaux, mais ça va bientôt se terminer. Et nous avons accueilli très récemment 2 étudiantes portugaises qui sont ici de la faculté de pharmacie de Lisbonne. Elles sont pharmaciens. Elles font un stage de 3 mois au cours de leur dernière année. Leur dernière année est réservée à des stages dans des structures différentes. Nous accueillons des étudiants portugais depuis 6 ans, Oui, au moins. Au moins. À raison de 2 ou 3 étudiants par année. Cette année, nous en avons 2 fois 2, 4. Vous allez vous mettre là? Donc on vous a préparé un petit diaporama sur une forme simplifiée juste pour vous expliquer un peu sur quoi on travaille. Alors, donc, comme vous le savez, un être humain, enfin vous savez certainement, j'imagine, un être humain ça contient 60 milliards de cellules. Voilà. 60 milliards. C'est pas mal. 60 milliards. 300 types cellulaires différents, donc de très nombreux cancers différents. Et qu'il existe une centaine de types de cancers: le sein, foie, ovaire, colorectal, estomac, endomètre, prostate, lymphome. Donc, chez nous, on travaille beaucoup sur des formes, sur des cellules issues de cancer du sein, et également sur des cellules issues de cancer colorectal. Alors, je vais juste tout passer, ce sera plus simple de voir tout ensemble. Donc le cancer, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une cellule qui au départ était normale, qui faisait partie de la constitution
qui était saine dans l'organisme et qui a subi des agressions, une agression, cette cellule, elle va se transformer, elle va devenir anormale, elle va devenir donc cancéreuse et elle va acquérir la caractéristique de pouvoir se multiplier très aisément. Et cette cellule va donc proliférer. Et, de cette cellule, il y a un très grand nombre de cellules qui vont constituer une tumeur. Donc une tumeur, c'est un amas de cellules cancéreuses, mais qui sont toutes issues de la même cellule à l'origine. Donc voilà, ça c'est une représentation de ce que peut être une tumeur. Voilà, jolie. Ça pourrait être une fleur, mais bon. C'est moins sympathique qu'une fleur. On dirait une variété de chou-fleur. Une fleur, ouais. C'est vrai, hein. C'est le chou-fleur de couleur Donc sombre. c'est moins simple que Celui-là, il est le pas chou-fleur. chaud. Le chou On va essayer de l'enlever celui-là. Alors, donc la tumeur, c'est un mat de cellules, mais il va falloir que, pour pouvoir grossir davantage, qu'elle puisse survivre et donc il va falloir qu'elle se nourrisse. Et pour pouvoir se nourrir, les cellules qui constituent la tumeur vont devoir, la tumeur va devoir être irriguée, c'est-à-dire qu'il faut que le sang puisse arriver à cette tumeur. Donc pour ce faire, la tumeur va envoyer des signaux aux vaisseaux sanguins qui sont déjà existants dans l'organisme, afin que ces vaisseaux viennent se ramifier à sa proximité pour que les nouveaux vaisseaux puissent irriguer donc les cellules cancéreuses. Donc si cette nouvelle vascularisation peut se faire, eh bien, la cellule aura gagné, elle va avoir davantage de nutriments qui vont lui arriver, et les cellules vont pouvoir encore davantage se multiplier. Elle a gagné, ou presque. Presque, pourquoi? Parce que nous, on va essayer de lutter contre ça. Et une des façons de pouvoir lutter aujourd'hui contre le cancer, eh bien, c'est d'essayer d'empêcher cette vascularisation. On va essayer de trouver de nouvelles molécules pour que les nouveaux vaisseaux ne puissent pas arriver à la tumeur. Donc nous, au laboratoire, on a notamment un thésard, Eric, que vous avez dû voir dans la partie chimie, en chimie, qui synthétise donc des molécules qui ont pour but d'empêcher la nouvelle vascularisation des tumeurs. Alors, Raphaël Denise. Oui. Nous sommes dans les locaux de l'équipe de biochimie pharmacologique du laboratoire qui porte le nom de LIMBP. Ce laboratoire appartient à l'UFR Sciences fondamentales et appliquées de l'Université de Metz. Nous sommes sur le campus Bridoux. Alors il y a combien de jeunes et moins jeunes autour de vous? Vous êtes une équipe Il y a de des combien? jeunes, nous sommes tous jeunes. Alors, il y a 3 maîtres de conférence, un ingénieur, 1, 2, 3, 4, 5 doctorants. Nous allons passer 2 thèses au mois de novembre, donc il m'en restera 3. Et des stagiaires, le nombre est toujours variable. Actuellement, nous avons 3 stagiaires, nous en attendons une 4e. Il y a des travaux plus particuliers que vous faites ici ou c'est toujours dans la bio large sur ce mal? C'est toujours biochimie pharmacologique. D'accord. Nous, on est axé vraiment là-dessus. Biocellulaire, biochimie pharmacologique. D'accord. Après, Alors, Elisa, non, je m'en fous pas, mais je sais qu'il est bien utilisé. Ouais. Donc de ce côté-là, Oui, de toute façon, on ne peut que bien l'utiliser, sinon ça serait idiot, quoi. Oui, parce que on a 2 congélateurs à moins 80. C'est une température qui nous assure de la conservation de la plupart de nos expérimentations. Une panne d'un congélateur à moins 80 un plein été quand il fait 40 degrés, pour nous c'est l'horreur. On perd beaucoup, c'est une véritable catastrophe. c'est beaucoup de travail. Non mais le groupe il se met en route quand l'UEM est... T'as pas parlé de panne d'électrique, elle parle de panne dans le congélateur. Je parle du panne de congélateur. le congélateur, C'est une panne Ils électrique. sont sur des prises protégées au cas où...